Alors, je dirais une des réponses que nous, on vous propose à cette problématique-là, d'être des acupuncteurs d'excellence, okay? C'est la réflexion sur l'éthique et la déontologie. Et d'emblée, est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire quelle est la différence entre l'éthique et la déontologie? Oui? D'emblée, comme ça, je dirais que l'éthique, c'est plus subjectif que la déontologie. La déontologie, c'est plus droit, c'est un devoir, c'est écrit noir sur blanc. OK. Ouais, c'est bon. OK, merci. D'autres? La déontologie, c'est plus par rapport à un cadre, peut-être, mais l'éthique, c'est par rapport à un aspect personnel, collectif. Oui, très bon, oui, effectivement. On est exactement là-dedans. Hein? Alors, ce qui fait la différence, c'est où se situe le centre de décision, où se situe le locus. Vous pourrez parler de ça en fin de semaine, samedi soir, au souper, après une coupe de verre de vin. Toi, où est ton locus? C'est le centre de décision. Où est-ce que ça se passe? C'est qui décide? Et c'est ça c'est une des façons dont on peut comprendre la différence entre l'éthique et la déontologie, c'est de comprendre où est le centre de décision. C'est qui prend la décision? On va voir, pour essayer de comprendre ça, on va voir un peu l'origine étymologique de chacun des termes. Alors, la déontologie, ça vient du grec déon et ontos. C'est le discours sur ce qu'il faut faire. Le petit Robert nous dit, c'est la théorie des devoirs en morale, l'ensemble des règles et devoirs des professionnels. Ces règles sont sociales, pratiques et appuyées sur une discipline collective. Hein? C'est des devoirs. Tu es obligé d'y faire. C'est des règles. Donc, il y a des affaires qui sont écrites. Et ces règles-là sont sociales et elles sont pratiques, appuyées sur une discipline collective. L'Ordre des acupuncteurs s'insère dans le système professionnel québécois. Donc, de là, hein, les règles sont sociales, pratiques, et la discipline, elle est collective. C'est la même discipline pour tous les ordres professionnels. C'est le même système. Hein, on a parlé de morale, tantôt de morale collective. La morale, c'est ce qui s'impose comme obligatoire, qui est délimité par les normes sociales à caractère universel pour une profession ou pour une société. Il y a donc un caractère collectif, voire universel des règles imposées. Hein? Et les règles sont imposées par une autorité habilitée. Et l'autorité habilitée dans le monde de l'acupuncture, c'est l'Ordre des acupuncteurs du Québec. C'est nous qui imposons les règles. Bon, c'est l'État qui impose les règles, mais l'Ordre des acupuncteurs est délégataire de la puissance publique et veille à appliquer les lois qui touchent les acupuncteurs. On a vu toute la série de lois tantôt. Veille à ce que les acupuncteurs respectent l'ensemble des lois. Donc, la déontologie se réfère à une morale. Et c'est une morale qui est sociale. L'ensemble des codes de déontologie de tous les ordres professionnels sont similaires. C'est le même genre de rapport qui est demandé avec sa clientèle à un avocat que celle d'un ingénieur, d'un acupuncteur, d'un médecin, d'un architecte ou d'un sexologue, etc. C'est la même, ça, évidemment, avec des particularités en fonction des gestes qu'il y a à accomplir, mais c'est la même chose. Alors que l'éthique, hein, au niveau de l'origine étymologique, ça vient du terme ethos et qui signifie la tenue de l'âme. Oh! La tenue de l'âme, c'est le style ou le sens que prend ce mot dans la France classique. Le style, c'est la personne. On se rapproche de la notion de Tao, là. Et le terme ethos, complémentaire du premier, qui peut désigner l'ensemble des normes nées du respect dans la mesure. Donc, il y a quelque chose par rapport au respect. Donc là, on n'est plus dans les devoirs, on est au niveau du respect, de la tenue de l'âme. Okay? Donc, s'il y a une notion de respect, évidemment, il y a une relation d'échange. Okay? L'éthique est la garantie
de l'harmonie qui résulte de la bonne tenue de toute chose, de tout acte, de l'accord entre l'âme et le développement. Donc ici, on parle de l'accord entre l'âme et le développement. Donc on est en train de parler de la personne qui est en train de devenir une personne humaine. On est tous en processus de devenir des humains, toute l'humanité. Bon, il y en a qui sont encore un peu à l'étape des algues, ou des poissons, ou des dinosaures, mais on est en cheminement pour devenir des humains. Donc, l'accord entre l'âme, donc l'âme, le principe vital. Okay? On aborde des notions de chi ici. On aborde des notions de shen. Elle suppose une action rationnelle. Elle est le propre de l'humain. C'est-à-dire que dans une démarche éthique, on vise la rationalité. On ne vise pas l'objectivité. Pas pareil. C'est-à-dire que la personne va prendre une décision avec sa raison. Elle va réfléchir. Et elle va prendre une décision. Le patient ou la patiente ou le client ou la cliente me demande mes assurances couvrent seulement 25 $ par traitement. Est-ce que tu peux me faire 2 reçus de 25 au lieu d'un reçu de 50? Je dois réfléchir. J'espère que vous ne réfléchirez pas trop longtemps. Pour donner ma réponse. L'éthique peut être appréhendée comme l'art de diriger la conduite selon la morale, selon ce qui doit être considéré comme bien de façon absolue. Donc là, je veux dire, on est dans un cheminement vers l'excellence. Lorsqu'on parle d'absolu, on parle d'excellence. Ça se peut-tu que chacun des gestes que je pose en clinique, chacune des paroles que je prononce en clinique, que ma façon d'être en clinique soit parfaite, en fonction évidemment des circonstances. Il y a la personne qui est devant moi, il y a j'ai-tu la grippe ou pas, il y a c'était-tu ma fête en fin de semaine, puis on a bamboché un petit peu, puis je me sens pas trop d'aplomb ce matin-là, mais quand même, j'ai une liste de personnes dans mon agenda. Il y a ce que je sais, ce que je sais pas. Il y a les cas que j'ai jamais vus de ma vie puis que j'ai jamais entendu parler qui m'arrivent. J'ai tous les livres que je peux consulter, j'ai les personnes, les collègues que je peux consulter, j'ai les profs que je peux consulter, j'ai toute la formation continue qui s'offre à moi. J'ai ma famille à gérer. Il y a le client, sa propre problématique, les deux mondes qui se rencontrent. Considéré comme bien de façon absolue. C'est quoi la meilleure affaire à faire là, ce jour-là, à cette heure-là, à ce moment-là, en fonction de ce qui est présent là dans la relation? La meilleure affaire à faire en tant qu'être humain et la meilleure affaire à faire en tant qu'être humain pratiquant l'acupuncture, c'est-à-dire mettre l'aiguille à la bonne place. Il y a tout mon raisonnement clinique, il y a les troncs et les branches qui fluctuent peut-être le choix de points que je vais choisir. Il y a le climat, il vente pas. L'orientation de la table de traitement, le patient au sud, le patient au nord. Oui. Savez-vous que si on mesure le foie, puis qu'on tourne comme ça, le foie est plus de la même grosseur? Ça, c'est de l'évidence scientifique. Et dans les textes, on retrouve tout ça. Et il y a différents niveaux, évidemment, de compétences. Et progressivement, je vais me proposer un cheminement pour m'amener, moi, en fonction de ma conception de ce que c'est la médecine traditionnelle chinoise, et de ce que c'est un être humain, et de ce que c'est la médecine en général, qu'est-ce que c'est aider quelqu'un à aller mieux. Je vais me proposer à moi mon propre cheminement pour aller chercher les éléments de compétence qui vont me permettre de faire ça encore mieux. Là, je suis dans une démarche éthique par rapport à mon agir professionnel. Donc, si on compare les deux, il y a le discours sur ce qu'il faut faire, la déontologie, et la tenue de l'âme pour l'éthique.
La théorie des devoirs en morale versus la garantie de l'harmonie. L'ensemble des règles et des devoirs des professionnels versus l'ensemble des normes nées du respect dans la mesure. Hein, c'est la notion taoïste de vertu. Le consensus social sur ce qui est bien et la démarche contextuelle de l'individu vers le bien absolu. La dimension collective, sociale et institutionnelle pour la déontologie, alors que c'est une dimension individuelle, intime et personnelle pour l'éthique. Le caractère qui est obligatoire et imposé, alors ici, c'est le caractère du libre choix éclairé pour l'éthique. Le locus ici, le centre de décision, est à l'externe. C'est la société qui décide pour moi. J'ai pas le choix. Ben, je peux aller à l'encontre de la décision sociale, mais je vais avoir des problèmes. Donc, je peux aller à l'encontre de la décision sociale. Alors qu'ici, pour l'éthique, le locus est à l'interne. C'est moi qui prends la décision. L'autorité est donc à l'externe versus l'autorité à l'interne. La discipline ici est collective, alors qu'ici, elle est personnelle par rapport à l'éthique. Ici, c'est imposé par une autorité, l'Ordre des acupuncteurs, qui est le porte-parole de l'État du Québec. Et ici, elle est développée et portée par l'individu. C'est la différence entre l'éthique et la déontologie. Et on est vraiment... Évidemment, on parle de la même affaire à quelque part. Notre intention, en vous amenant dans cette réflexion-là, c'est que de plus en plus, les acupuncteurs soient dans une démarche éthique, où ils conscientisent les enjeux, ils sont capables de prendre la décision d'une manière plus rationnelle par rapport aux choix qu'ils ont à faire lorsqu'ils sont placés devant des situations cliniques complexes. La responsabilité, nous dit le philosophe Janson, il n'y a pas de problème éthique sans un sujet responsable. Et on va retrouver ça en discipline. Vous, individuellement, êtes responsable de ce qui se passe dans la clinique. Oui, mais monsieur le juge, c'est mon patient qui m'a séduite. C'est lui, il était tellement beau, puis il m'a fait des avances, j'ai pas pu refuser. Non. Vous êtes responsable de ce qui se passe dans la clinique. Vous êtes responsable de maintenir la relation là où elle doit être maintenue. C'est vous, le professionnel en exercice, c'est pas le patient. Oui, monsieur le juge, j'ai crié après mon patient, puis je l'ai envoyé promener. Mais c'est parce qu'il venait de faire la même affaire. Non. Le patient vous a manifesté d'une manière tout à fait spontanée qu'il avait un excès de yang du foie. Vous auriez dû le noter au dossier et le considérer dans votre choix d'orientation thérapeutique. Hein? Donc, au niveau de la responsabilité, le professionnel est responsable du maintien de la relation thérapeutique au niveau adéquat, déterminé par la collectivité. La responsabilité, c'est pas la culpabilité. Hein? Faire attention ici. La responsabilité éthique non assumée, par contre, peut conduire à la culpabilité déontologique. Si vous ne développez pas les réflexes suffisants et la force de caractère suffisante pour maintenir la relation là où il se doit. Là, on est dans le Qigong, dans le Tai Chi, là. C'est quoi l'idéal du Tai Chi clinique? Hein? C'est quoi le maître de Tai Chi idéal? Il se promène sur la rue, il y a quelqu'un qui veut prendre son portefeuille, puis on comprend pourquoi, écoute, il a besoin de sa dose. Est-ce que je lui donne? Non. J'ai besoin de mon argent pour moi. J'ai besoin de mon argent pour ma famille. Je ne vais pas lui donner mon portefeuille. Je suis un maître de Tai Chi. Alors, ce que je vais faire, je vais absorber son attaque sans le blesser et je vais épuiser son agressivité jusqu'à ce que je sois capable de lui chuter à l'oreille qu'il devrait faire peut-être d'autres choses dans sa vie. C'est sûr que je peux aussi lui casser le cou. Mais à ce moment-là, est-ce que j'ai accompli un acte thérapeutique? C'est une grosse caricature, OK? Mais qui permet de mettre en évidence que
vous êtes responsable de comment ça se passe dans votre clinique. Peu importe ce qui arrive. Peu importe le comportement de la personne qui est devant vous, vous êtes responsable de ce qui se passe là. C'est pas l'autre personne. C'est ce que veut la société, c'est ce que veut le gouvernement, c'est ce que veut le peuple du Québec, que vous agissiez. C'est ce que le peuple du Québec attend de ses professionnels. Et c'est parce qu'il y a des professionnels qui ont trahi cette confiance-là et que ça a été exposé publiquement, notamment à la Commission Charbonneau, qu'aujourd'hui, le statut de professionnel bat de l'aile pas mal. Les autres professionnels ont perdu beaucoup de crédibilité parce que, justement, ils n'ont pas été capables de contrôler ça. Donc, on a une approche, on vous propose une approche holistique où le patient arrive avec ses symptômes, vous voir, vous, avec vos compétences. Mais vous avez aussi vos besoins. Lui, il y a des besoins. Vous avez vos besoins. Vous avez vos attentes communes. Vous avez vos devoirs, l'un et l'autre, vos responsabilités. Vous avez chacun votre propre contexte, votre vie personnelle, votre vie familiale, l'éducation que vous avez reçue, etc. Et vous êtes tous les deux des individus en développement. Vous êtes en développement humain et professionnel, puis l'autre est aussi en développement. Mettons qu'il se passe quelque chose qui fait que le lien de confiance est rompu avec un patient. Vous êtes autorisé à mettre fin à la relation thérapeutique, mais vous devez vous assurer qu'il va y avoir un suivi avec quelqu'un d'autre. OK? Bon, c'est sûr que la personne peut décider d'arrêter tous ses traitements. Là. Vous ne pouvez pas l'obliger à aller ailleurs. Et vous devez noter au dossier ce qui s'est passé. Là, parce que c'est important de vous protéger, vous. Vous devez noter au dossier ce qui s'est passé, les démarches les motifs qui vous amènent à mettre fin à la relation et les démarches que vous avez faites pour assurer un suivi avec le patient vers un autre professionnel. Et en cas de doute, vous appelez à l'ordre, vous dites, écoutez, voici ce qui s'est passé, qu'est-ce que je dois faire? Donc, on a les différents niveaux de la relation. Le Jing, le niveau des besoins et des compétences. Le Chi, le niveau des rôles. C'est comment tout ça se met en acte. Et le Shen, le niveau de l'être. Donc, on va faire une métacontextualisation de la relation acupuncturale. On a un acupuncteur et un patient qui se rencontrent. Le patient, son besoin, c'est d'être compris et de soulager ses symptômes. Son besoin, l'acupuncteur, c'est d'exercer ses compétences avec excellence. Le rôle de l'acupuncteur, c'est d'être acupuncteur, puis le rôle du client, c'est d'être co-acupuncteur, c'est-à-dire d'aider son acupuncteur à faire ce qu'il a à faire. J'ai besoin de la collaboration de la personne. Il faut qu'elle me les dise, ses affaires. Et il y a évidemment le niveau de l'être pour tous les deux. On est tous les deux des sujets en processus évolutif. Mais on se rencontre pour quelque chose de particulier. OK? Parce que ça, c'est valide pour tous les professionnels. C'est valide pour les professeurs avec leurs élèves. C'est valide pour les parents avec leurs enfants. C'est valide pour n'importe qui. Mais dans le cadre d'une relation acupuncturale, c'est ici, au niveau des besoins et des compétences, que ça se détermine comment la rencontre entre ces deux êtres-là va se faire, parce que elle est orientée vers quelque chose de très particulier. Et là, on veut jouer un rôle. Donc, c'est une rencontre entre deux sujets, dans un contexte précis basé sur une demande de service professionnel en fonction de besoins précis de traitement et de prévention. Selon une définition collective de l'acte acupunctural et des compétences qu'il requiert. Dans un rôle précis limité par le contexte et les responsabilités, je suis un acupuncteur, avec une rémunération convenue et équitable déterminée par la collectivité, dans un cadre délimité par les canons de l'art et le code de déontologie. Donc, dans ce contexte, la déontologie détermine les paramètres de ce qui est collectivement admis comme bien et bon. Ces paramètres sont choisis par la collectivité et imposés par la collectivité. Des sanctions sont prévues par la collectivité lorsque ces paramètres sont transgressés.
Hein, il y a une jurisprudence. La loi prévoit des sanctions. Quand il y a telle infraction, ça coûte tant. C'est pas les acupuncteurs qui décident ça. C'est le gouvernement qui a décidé ça. C'est l'État. Voici comment ça se passe, puis c'est pareil pour toutes les professions. Alors que l'éthique propose une démarche réflexive où on vous invite à vous regarder aller, qui permettent à l'acupuncteur d'identifier, de comprendre et de résoudre les écarts qui existent entre les paramètres édictés par la déontologie et le désir de satisfaction de ses besoins personnels dans un cadre essentiellement professionnel. Avez-vous une idée de quand commence la démarche éthique dans la vie d'un individu? Quel est le premier geste de nature éthique que nos parents nous demandent de poser? Quelle est la première demande qu'on fait à un enfant de faire caca dans le petit pot? C'est le premier geste de responsabilité sociale qu'on lui demande de poser. Le patient qui me demande un reçu de complaisance, je vis quelque chose quand il me demande ça, là. En principe, je suis pas supposé d'aimer ça. C'est pas supposé d'être agréable ce que je sens dedans, là, quand le patient me demande un reçu de complaisance. Je suis supposé avoir un petit dilemme, là. Surtout s'il me dit, puis si tu me le donnes pas, je reviens pas. Non, mais ça arrive, il y a des patients qui disent ça. Tu me le donnes pas, je reviens pas. Oups. Moi, je suis en début de pratique, là. Il y a beaucoup de patients. J'en vois 3 par semaine. Il y en a un qui s'envoie, il m'en reste rien que 2. Qu'est-ce que je fais? Je travaille dans une clinique où on fait des traitements à la chaîne et on me demande de donner 5 traitements d'acupuncture au même patient par semaine. Ça correspond-tu à ce que j'ai appris comment on devait pratiquer ça? Surtout s'il y a 5 traitements de 3 autres affaires en même temps, là. Il est booké de 8 heures du matin à 5 heures de soir, puis il reçoit des traitements à journée longue, là, à tous les jours. Où je me situe par rapport à ça, moi? C'est la même affaire que décider d'aller sur le petit pot. C'est aussi simple que ça, puis c'est aussi compliqué que ça. Probablement, on s'en souvient pas, là, comment c'était compliqué d'aller sur le petit pot, là, mais ça a pris bien des mois avant que ça marche. OK? Donc, c'était pas facile. Hein? Ce désir le met ou peut le mettre en situation de transgresser son rôle d'acupuncteur et d'être discipliné. Donc, déontologie et éthique, ce sont 2 aspects essentiels de la démarche professionnelle. Un professionnel objet qui est soumis à un code qui délimite son champ de pratique et les règles admises. Hein, vous dites, face au code de déontologie, je suis un objet. J'ai aucune autonomie. Le code est là, puis pas le choix, là. Si je transgresse ça, je suis dans le trouble. C'est pas moi qui décide. Le locus est à l'externe. Le gouvernement a dit, c'est ça. Et un professionnel sujet à l'œuvre dans ce champ qui conscientise ses enjeux et résout ses dilemmes. Oui, d'accord. Il y a le code, puis il y a moi. Et moi, j'accepte volontairement ou pas de suivre ce qui est dans le code. Si je dis oui à ça, je dis oui à ma responsabilité. J'ai une obligation de moyens. Hein? C'est pas une obligation de résultat en clinique. Mais donc, même chose, j'ai une obligation de moyens pour que ce qui est marqué dans le code, moi, j'en devienne un exemple. Et que j'aille au-delà de ça. Le code, là, c'est le filet de sécurité. C'est la bouée de sauvetage. Il y a une ligne, là, qui s'appelle le code de déontologie. Puis, en bas de ça, là, la société considère que je suis pas un professionnel qui mérite de porter ce titre-là. Bottom line. Peut me tenir sur la ligne du bas. Pas certain que c'est la meilleure place à être. Hein? Si je veux une démarche d'excellence. Donc, une démarche éthique, c'est une démarche aussi de clarification des valeurs. Pourquoi je veux ça, moi? Pourquoi je veux être acupuncteur? Donc, il faut que je clarifie ça. Pourquoi je suis là? Parce que si je suis là aussi, c'est parce que j'attends quelque chose en échange. Avec la meilleure intention du monde,
Je peux pas être complètement détaché et gratuit. Ça n'existe pas, ça. Faut que je mange. Donc, quelque part, faut que j'aille une paye. Ne serait-ce que ça, comme attente. Mais j'attends d'autres choses aussi. J'attends d'autres choses de l'exercice de ma profession qu'un salaire. Qu'est-ce que j'attends? C'est quoi les valeurs qui sont là présentes dans mon exercice? Hein? Et dans cette réflexion-là, sur les valeurs, il faut faire attention. Hein, il y a deux types de valeurs, les valeurs de référence et les valeurs de préférence. Les valeurs de préférence, c'est celles qu'on professe. Là. Tu sais, qu'on dit, « Ah, y a-t-il quelqu'un ici qui est pas d'accord avec la valeur d'amour universel? » Levez la main. Tout le monde est d'accord avec ça? Y a-t-il quelqu'un ici qui a jamais engueulé quelqu'un? Non. On est tous d'accord avec la justice, sauf le jour où, supposons là, qu'il y a une grosse crise dehors, là, il n'y a plus rien à manger, là, puis il reste rien qu'un sac de chips au dépanneur, là, puis toi, tu as 3 enfants à nourrir, puis vous êtes 14 au dépanneur, vous voulez tous le même sac de chips. Qu'est-ce que tu vas faire pour l'avoir pour tes enfants? Tu vas te battre. Tu vas te battre, puis s'il faut, tu vas tuer le monde qui sont là. Pour nourrir les tiens. Mais, tu es pour la paix universelle. Hein? Donc, dans mon processus de réflexion qui m'amène à préciser pourquoi je suis là, il est important de faire la différence entre ce qui est vraiment efficace, ce qui sous-tend vraiment mes actions et ce que j'aimerais qui sous-tende mes actions. Et quand Alain amène des gens en discipline, souvent, il y a quelque chose qui n'a pas été clarifié, là. On va reparler cet après-midi de l'inconduite sexuelle, qui est une problématique importante. Comment ça se fait qu'il y a des acupuncteurs dans leur clinique qui pensent qu'ils sont dans un bar puis qu'ils peuvent cruiser? Comment ça se fait qu'il y a des acupuncteurs qui pensent que là, en clinique, ils peuvent satisfaire leurs besoins de nature sexuelle ou affective? Et quelque chose qui ne marche pas, là. Il y a une confusion, là. Il y a quelque chose qui n'a pas été clarifié. Il y a quelque chose qui n'a pas été clarifié. On donne cet exemple-là parce qu'il est très éloquent. Mais c'est vrai pour toutes les dérogations au code de déontologie. Dans tous les ordres. OK? À chaque fois qu'un individu transgresse le code de déontologie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été clarifié. Parce qu'il n'y a pas personne qui veut se mettre dans le trouble. Il n'y a pas... Bon, à moins d'être malade mentalement, là, tu n'as pas envie de te faire imposer une amende puis de te faire radier ou d'aller en prison. C'est comme pas normal, cette affaire-là. Mais comment ça se fait qu'il y en a qui font des affaires pour ça? Donc, c'est important, puisque vous avez, et je choisis mes mots, vous avez la prétention de pouvoir aider les autres. Parce qu'il y a des choses que vous savez que les autres ne savent pas. C'est une prétention. Il faut, à quelque part, être prétentieux de penser qu'on peut aider les autres. Donc, si j'ai cette prétention-là, je marche sur des œufs. Parce que là, il y a une grosse responsabilité qui vient avec ça. Et je dois la gérer, cette responsabilité-là. Puis heureusement qu'on a cette prétention-là, sinon le métier n'existerait pas, la profession n'existerait pas. Puis, hein, c'est de même pour toutes les professions. Comment? Pas être dans un ego trip qui m'amène justement à dépasser mon rôle. Donc, la démarche éthique, c'est une interrogation épistémologique, dirons-nous. L'épistémologie, c'est l'histoire de la science, si on résume là. Donc, c'est l'histoire de la connaissance. Alors, d'où vient la connaissance que j'ai?
Donc, qu'est-ce qui m'amène là? Puis comment ça se fait que quand je choisis de dire quelque chose à quelqu'un, je pense que c'est la bonne affaire. D'où ça vient, cette information-là? C'est une affaire que j'ai vue sur Internet, de même, puis que j'ai pas, et dont j'ai pas évalué la véracité ou la valeur. C'est quelque chose que ma mère m'a dit, puis que j'ai jamais remis ou mon père, puis j'ai jamais remis en contexte, puis que j'ai jamais contesté, parce que mes parents me l'ont dit, ça doit être vrai. C'est quelque chose que mes profs m'ont dit à l'école, puis je leur fais 100% confiance, ils savent tout, mes profs. Ils sont omniscients. Ils m'ont dit ça doit être vrai. Est-ce que je remets ma connaissance en cause? C'est une entreprise pratique qui doit être sous-tendue par un travail réflexif, par une interrogation épistémologique, une interrogation sur la pertinence des savoirs auxquels on fait appel pour éclairer sa démarche. Lorsque vous recevez l'inspection professionnelle, il regarde vos dossiers. Puis il regarde, OK, vous avez fait la cueillette de données, vous avez analysé ça, puis vous avez déterminé votre opinion sur l'état énergétique du patient, vous avez fait votre diagnostic. Suite à ça, parce qu'il y a ce diagnostic-là et que je pense que le problème vient de telle ou telle source, que tel ou tel aspect, des aspects climatiques, alimentaires, psychologiques, etc., ou génétiques qui sont en cause dans l'organisation du vide ou du plein que j'aurai à traiter, je choisirai plutôt telle ou telle orientation thérapeutique. Et pour accomplir ça, voici la prescription de points que je pense qui va être la plus efficace. Et tout ça, ça se justifie. Vous avez fait une réflexion épistémologique. Votre choix de traitement et l'administration du traitement et ce que vous direz au patient au moment où vous traiterez sera en lien avec toute cette chaîne-là. Et là, vous êtes blindé mur à mur. Vous avez beaucoup plus de chances de faire un bon traitement si vous faites cette réflexion-là. Si vous êtes capable d'appuyer votre choix sur des éléments rationnels. Et s'il y a des éléments subjectifs, que vous les ayez aussi identifiés. Il y a de l'information subjective là-dedans. Puis c'est correct. Elle est considérée dans votre réflexion.